Alors là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'études, mais récemment, il y en a quelques-unes qui sont sorties. Et notamment, on peut parler de ce qu'on appelle un chilling effect, ou en français un effet de refroidissement. C'est-à-dire que certaines personnes qui se sentent filmées disent qu'elles vont avoir leurs comportements qui vont être modifiés. On prend des exemples notamment d'activistes politiques qui vont se modifier leur comportement quand ils vont se savoir surveiller. Donc on commence à avoir des études là-dessus sur ce fameux chilling effect, effet de refroidissement. Et il y a un chercheur, Yves Pedrazzini aussi, qui a posé une hypothèse intéressante et qui explique que quand un environnement est ultra sécurisé, l'effet étant de donner un sentiment de sécurité aux gens, mais lui il s'est rendu compte, et il pose en tout cas cette hypothèse de si un environnement est ultra sécurisé, est-ce qu'il ne provoquerait pas finalement une forme de sentiment d'insécurité, c'est-à-dire que des dangers pourraient potentiellement arriver parce que l'endroit est particulièrement sécurisé. Donc le déploiement sécuritaire, et ça c'est une question que je pose sur l'hypothèse de Yves Pedrazzini, c'est est-ce qu'il provoque vraiment un sentiment de sécurité? Ça c'est pour moi, chacun et chacune peut répondre à cette question. Le problème de la vidéosurveillance automatisée, c'est qu'elle a été décidée sans que vraiment les citoyens peuvent agir sur cette question-là. Donc il y a la loi JO du 19 mai 2023 qui a permis l'expérimentation de la VSA, mais au niveau local, est-ce que les citoyens peuvent se positionner sur cette question? De mon point de vue, non. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait parler des contre-pouvoirs, qui sont censés encadrer et surveiller le déploiement de la vidéosurveillance algorithmique. On a évidemment la CNIL, on a aussi des comités d'éthique qui se déploient. Moi, d'après mes recherches, la CNIL n'est pas toujours mise au courant de ces projets. On estime qu'il y a plus d'une centaine de projets de VSA déployés en France. En tout cas, l'éditeur Briefcam, qui fait partie d'un des acteurs, se vante d'avoir déployé autour de 200 projets. Ça mériterait d'être vérifié. En tout cas, d'après moi, les comités d'éthique ne jouent pas non plus leur rôle. Je prends l'exemple de Lille, qui est une enquête que j'ai publiée dans Mediacité il y a quelques semaines. Il y a un comité d'éthique, il y a une charte éthique, et ils n'ont pas été mis au courant du projet de vidéosurveillance algorithmique avec le logiciel Briefcam. La CNIL n'a pas non plus été avertie d'un projet de VSA. Qui n'a pas eu donc d'analyse d'impact. Donc dans le cas de Lille, en tout cas, les contre-pouvoirs n'ont pas été suffisants. Pour moi, c'est aux citoyens de s'emparer de cette question auprès de leurs élus, et il faut avoir un maximum de transparence avec ça. Il faut que les centres de supervision urbains disent clairement ce qu'ils font avec les logiciels, notamment pour, par exemple, avoir accès aux logs, c'est-à-dire à l'activité des logiciels, précisément qu'est-ce qu'ils font avec. C'est une bonne question. Je pense qu'il faut interpeller les élus en fait. Combien coûte la vidéosurveillance? Parce que c'est l'argent public qui est déployé, c'est l'impôt des gens. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Combien ça coûte la vidéosurveillance? Là à Nantes, on a vu que la construction du CSU avait coûté 5 millions d'euros, qu'il y a 660 000 euros par an de frais de fonctionnement. Pour quelle efficacité? Et donc savoir si on ne veut pas investir cet argent ailleurs pour aussi permettre une meilleure sécurisation. Donc on peut parler aussi de sécurité de l'emploi, l'accès à la santé, d'accès à l'éducation qui sont liés en fait aux problèmes de délinquance aussi. Il y a des études sociologiques qui le montrent bien. Donc comment on investit cet argent et est-ce que la vidéosurveillance fonctionne en fait pour lutter contre le crime et la délinquance? Les chiffres des études ne montrent que ce n'est pas efficace. À Nantes également, ça a été confirmé ce soir. Donc il faut que les citoyens interpellent les élus sur ces questions-là et qu'ils se réunissent ensemble pour discuter de quel type de sécurité ils veulent ensemble, parce que chacun a une vision différente. Elle change en fonction du sexe, du genre et aussi du passé. Est-ce qu'on a été agressé ou pas? Et on a tous des biais différents, il faut qu'on puisse en discuter ensemble et interpeller les élus là-dessus.